cette surhumanisation, elle est là juste au final pour cacher une logique tayloriste qui est toujours présente. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Agile Lecture Club. À travers ce podcast, je reçois chaque lundi un invité pour évoquer un livre consacré à un sujet essentiel, la gestion du capital humain en entreprise. Productivité, efficacité, bien-être, évolution des méthodes de travail, cohésion d'équipe sont les thèmes principaux que nous aborderons à travers ces lectures. Peut-être qu'elles vous apporteront des réponses à certaines questions que vous vous posez ou à défaut, de nouvelles pistes de réflexion. Cette semaine, c'est Denis Migaud qui a accepté mon invitation. Coach agile et formateur, Denis vient nous parler du livre de Daniel Linhart, La comédie humaine du travail, de la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale. Daniel Linhart est sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS et professeur à l'Université de Nanterre. Avec Denis, vous allez découvrir que le management moderne n'est pas si éloigné que ça du taylorisme. Bonjour Denis. Salut Philippe. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation dans ce premier épisode du podcast Agile Lecture Club. Tu vas essuyer les plâtres, donc si ça se passe très bien, je m'en excuse par avance, parce que comme je disais, t'es le premier à participer à ce podcast. Je trouve ça très courageux de ta part, et merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. En l'espace de 30 secondes, une minute, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, que les auditeurs te connaissent ? Oui, bien sûr. Je vais en profiter aussi pour présenter le livre que je souhaite partager aujourd'hui, comme ça je ferai d'une pierre deux coups. Allez. Donc je m'appelle Denis, je suis consultant et formateur, et je m'intéresse dans le cadre de mon métier, mais aussi à titre personnel, je m'intéresse beaucoup aux notions de bien-être et de mal-être au travail, ce qui m'a amené ces dernières années à lire pas mal d'ouvrages de sociologues, mais aussi de psychanalystes et d'autres type de métier, des ouvrages notamment de Christophe Dejour, François Dupuis ou encore Michel Crozier pour citer que. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un livre que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça et que je trouve vraiment excellent, qui s'appelle La comédie humaine du travail de Daniel Linhart et qui est paru en 2015 aux éditions RS. D'accord. Alors, bon, je te l'ai dit en préparant cette émission, Daniel Linhart, je la connaissais pas du tout. Bon, d'accord, j'ai découvert que c'était une femme parce que c'est un prénom androgyne, donc j'ai découvert que c'était une femme et en plus qu'elle était française. Son nom en fait semble plutôt anglo-saxon que française, mais j'étais très étonné. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet auteur ? Oui, bien sûr. Eh bien, elle est sociologue. Elle est spécialisée en sociologie du travail et elle est directrice de recherche émérite au CNRS et plus exactement au laboratoire Crespa Paris. D'accord. Le bouquin que tu voulais nous présenter de Daniel, c'était justement la comédie humaine du travail. Pourquoi ce livre-là en particulier ? Enfin déjà, de quoi il traite ? Parce que tu parlais de taylorisme, mais je crois que c'est un petit peu lié. Ouais. De quoi il traite et pourquoi je souhaite parler de ça ? Alors de quoi il traite, c'est que ce livre fait un lien très intéressant, je trouve, entre d'un côté la déshumanisation du travail qui est liée au taylorisme et son implication notamment avec le Fordisme, et avec le management moderne qu'elle qualifie on va dire de management dans la surhumanisation. Ça peut paraître un petit peu étrange de faire un lien entre ces deux façons d'entrevoir le management, et on en parlera un petit peu plus tard, et pourtant il y a un vrai lien. Ce qu'elle montre, c'est que la réflexion taylorienne, la division des tâches, l'hyper-spécialisation des tâches et on va dire le fait de totalement enlever le pouvoir décisionnel et d'enlever en fait le métier et les compétences des personnes au profit de personnes extérieures au métier, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, qui est même très très fort aujourd'hui. Et ça, c'est pas la seule qui le dénonce, ou qui le présente, qui constate. Étant aussi un fervent lecteur de François Dupuis, donc qui est également sociologue français, c'est quelque chose qu'il partage dans beaucoup de ses ouvrages. D'accord. Et pourquoi ce livre-là ? Je me permets de continuer là-dessus sur cette deuxième question que tu m'as posée. En fait, dans nos métiers de consultant ou d'agiliste, on entend très souvent, aussi bien dans la communauté, dans ces communautés d'agilistes que chez nos clients en intervention,
l'importance de remettre l'humain au centre des préoccupations dans les organisations. C'est quelque chose qu'on entend, en tout cas que j'entends très souvent, qui a été le thème de nombreuses conférences ou de nombreuses campagnes de communication de nos clients. Et ce que montre Daniel Linhart, c'est que c'est en fait une fausse bonne idée. Et que ce qui est important, c'est pas tant de remettre l'humain au centre des préoccupations dans le monde du travail, mais plus le professionnel. Et ce qui est très important, c'est de donner et d'accorder l'importance aux compétences, aux expériences et aux réflexions des personnes qui font. Et cela induit obligatoirement la notion d'humanité dedans. Mais ce qu'on va détailler un petit peu plus tard, c'est que en centrant sur l'humain et non pas sur le professionnel, on peut revenir à une logique taylorienne qui consiste à enlever les compétences et le savoir des personnes, ne pas leur accorder de temps pour faire, ni de crédit ou de confiance pour faire. Et là, on retombe dans les travers de la souffrance au travail qu'on constate depuis trop longtemps, malheureusement. D'accord. Alors c'est assez intéressant parce que bon, Taylor, Fordisme, tout ça, c'est le travail à la chaîne, c'est des choses qu'on imagine avoir disparu, notamment en France, parce qu'en France, je crois qu'on est une industrie essentiellement de services, on a un peu perdu notre outil de production, donc on s'imagine que c'est quelque chose qui a disparu. Donc est-ce que ce que Daniel Linhart nous dit, c'est que finalement le taylorisme existe toujours, mais que il s'est un petit peu caché, il a changé de forme, et sous couvert du bonheur au travail, on retrouve quand même cette logique en fait de déshumanisation de l'individu, même si on met en avant la qualité, enfin l'humain dans les entreprises, et qu'au final on est toujours dans ce système de travail à la chaîne avec des gens très monotâches, sans autonomie réelle, et auxquels on demande d'aller toujours plus vite. C'est ça ? Ouais. Exactement. Si tu me permets, ce que je vois bien, c'est revenir d'abord sur la notion de taylorisme et sur sa définition pour qu'on ait une bonne compréhension de ce que ça signifie. Et effectivement, je partage ton constat, c'est-à-dire que le taylorisme est toujours présent aussi bien dans les usines aujourd'hui que dans tous les types d'entreprises. Il a jamais disparu, au contraire, il est devenu même une norme. Donc le taylorisme, c'est une méthode en fait d'organisation scientifique du travail qui a été inventée à la fin du 19e siècle par un consultant, un ingénieur également, donc il s'appelle Frederick Taylor, donc un consultant américain. Et le but en fait de cette méthode d'organisation, c'est de gagner en productivité et en bénéfice. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que c'est toujours le cas aujourd'hui dans les entreprises, n'importe quel secteur qu'elles sont, elles ont toujours une volonté de gagner en productivité, en bénéfice, et se tournent toujours vers une logique, on va dire, taylorienne. Oui, alors je me permets de te couper, mais avec un petit delta, c'est que à l'époque de Taylor, on était quand même dans des sociétés très industrialisées avec des chaînes de montage. Donc, ce qu'il a fait, c'est découper les tâches en petites tâches, de telle sorte à pouvoir mettre un individu derrière de manière très automatisée. Aujourd'hui, on est quand même, je le disais tout à l'heure, dans des sociétés de services, donc ça paraît un peu contre-intuitif. Ouais, alors j'amène une précision justement par rapport à ça. Effectivement, c'est une découpe en petites tâches simples, rapides du travail. Le taylorisme, c'est pas que ça. Hein. C'est pas qu'une parcellisation du travail ou c'est aussi une standardisation, mais ce qui je trouve l'essence même du taylorisme, c'est d'enlever la pensée, la réflexion autour du travail, d'enlever ça dans des mains des ouvriers pour les transmettre aux mains d'ingénieurs. Et donc, c'est-à-dire que c'est désormais, on va dire, des ingénieurs, des consultants, bref, des personnes qui réalisent pas les tâches, qui pensent le travail. Et donc, toute la réflexion de l'organisation du travail, elle est sortie de la tête de ceux qui font. D'accord. Donc, en fait, les ouvriers, ils sont totalement dépossédés de leur savoir initial, et ils deviennent juste un outil. Ou ce qu'on ressort de ça, c'est que les ouvriers sont juste vus comme une capacité physique, un corps en fait, et on ne prend pas en compte du tout leur esprit. Et donc ça mène au-delà de la parcellisation des tâches, c'est que ça mène une totale déshumanisation de l'organisation du travail. Où les personnes qui font sont au final juste des rouages passifs en fait, et ça mène une logique de domination. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que pour moi, ce que je constate, en tout cas dans mes interventions auprès de différents clients, et ce que je peux lire aussi auprès de différents sociologues, même pas que des sociologues, hein,
c'est que cette logique de domination qui est très chère au taylorisme, on la retrouve encore très fortement marquée dans le management aussi moderne qu'il peut se présenter. D'accord. Pourtant, actuellement, on milite beaucoup sur du management ouvert, on parle beaucoup de leaders plus que de managers, c'est-à-dire de personnes qui vont servir de locomotive plutôt que de donneurs d'ordre. Tu crois que ça, c'est un fake, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là pour cacher une mécanique qui est déjà en place et qui s'apparente beaucoup au taylorisme? Alors, je pense pas qu'il y ait, il y a un peu de tout, hein, mais il y a effectivement une prise de conscience, mais qui est pas que récente, hein. C'est d'ailleurs dans son livre de 91, de Torticolis de l'Autruche, elle montre que déjà dans les usines, après les grandes manifestations de 68, les usines ont commencé à se rendre compte que il manquait quelque chose dans l'organisation du travail, que c'était pas uniquement les manifestations qui ont eu étaient pas uniquement des manifestations liées aux conditions dans le sens financier, c'était pas uniquement des problèmes d'argent, qu'il y avait aussi des problèmes d'organisation, des problèmes organisationnels. Et donc c'est là où il y a une réflexion sur l'autonomie, l'autogestion ou l'auto-organisation dans des usines, et c'est une logique qu'on retrouve nous en tant que on va dire agiliste depuis une vingtaine d'années, mais c'est une notion qui a bien 50 ans. Je te coupe encore, mais dans les années 50, je crois qu'on a vu émerger une grosse activité sur les sciences sociales, qui est une science qui n'existait pas avant. Ouais. Et je pense que c'est lié à cette période-là. Oui, et puis même après, les notions d'autogestion en usine, tu le retrouves au 19e siècle, tu le retrouves même quand tu regardes ce qui se passait pendant la Commune de Paris. C'est pas des notions très récentes, hein. Ça date de très longtemps, de plus de 100 ans. Et pour répondre à ta question, c'est que ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu lire, c'est que souvent ces logiques-là, le fait de redonner l'autonomie, qui part d'un constat, c'est qu'il y a un désengagement total des ouvriers, des salariés en entreprise. Il y a un désengagement qui n'arrête pas de grandir au fil des années. On s'est rendu compte que ça passait par le fait de donner du pouvoir décisionnel à ceux qui font, de leur donner de la confiance, de leur accorder de l'autonomie, etc., une responsabilisation, etc. Sauf que c'est encore assez limité aujourd'hui. C'est assez limité et on reste très souvent dans une logique de domination et on reste très souvent dans une logique d'édulcoration. Je vois ce que tu veux dire. Je m'excuse après les langues françaises. Je sais, enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, je pense. Oui, on va dire ça comme ça. Je pense que les auditeurs auront compris. Ouais. On va donner, si tu veux, cette autonomie jusqu'à un certain point, jusqu'à un point où ça remette pas en cause. Alors, on parle d'homostasie en systémique, mais où ça remette pas véritablement en cause l'équilibre de l'organisation. D'accord. Donc, c'est très souvent assez limité. Et d'ailleurs, si tu veux, je peux te lire un passage du Torticolis de l'Autruche de Daniel Linhart où elle en parle. Bah, volontiers. Je trouve que ça résume plutôt bien tout ça. Si tu me laisses juste quelques instants. Ah bon, Malheureusement, je peux pas te le citer de tête. Alors, juste une question en attendant que tu trouves la page. Comment elle explique ça, Daniel Linhart, justement cette difficulté à laisser de l'autonomie, du pouvoir de décision aux collaborateurs? Bah, tu as répondu à la question. Il y a une notion de pouvoir qui est quand même très présente dans cette réflexion, c'est-à-dire qu'il faut soit créer, soit accorder du pouvoir aux personnes qui font. Pouvoir décisionnel, un pouvoir d'expérimentation, et ça passe par une notion de confiance qui est pas évidente au sein des, on va dire, des personnes qui sont en situation de manager ou qui sont en situation de prise de décision. Ça témoigne aussi d'une et ça Michel Crozier dans son livre sur la formation des élites françaises l'exprime beaucoup mieux que moi. Il explique qu'il y a aussi un gros travail à faire aussi sur l'éducation et la formation des dirigeants et des managers qui ont souvent une culture en sciences humaines et sociales assez pauvre. C'est pas péjoratif, malheureusement, il part d'un fait,
de différentes observations et mesures. Et ce qui fait qu'il y a aussi cette logique de domination, elle est aussi intégrée dans le management aujourd'hui, des managers d'aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'ils ont appris, ils ont été formés comme ça, au point où c'est un peu la norme. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit des managers ou des dirigeants qui donnent du pouvoir décisionnel, donnent du pouvoir tout simplement auprès de ceux qui font, ils sont très vite mis en avant parce que c'est assez rare et ça sort du cadre de voir des personnes ayant incarnant, on va dire, le pouvoir faire cela. Et d'ailleurs, tu remarqueras que on voit toujours les mêmes personnes en parler. En France, on voit Zobris à travers la société Favi en parler très souvent parce que c'est l'un des rares cas, malheureusement, l'un des très rares cas à avoir fait ça dans cette démarche-là. Il y avait le dirigeant de Zappos qui est malheureusement décédé récemment. Il y avait aussi une époque à Davidson, on en parlait. Zappos qui était une figure de proue de l'holacratie. C'est ça, exactement. Et donc, ça reste une démarche d'accorder de l'importance aux personnes des personnes qui font du pouvoir décisionnel, etc. Et ah oui, excuse-moi, je te laisse lire ton passage. Je vais juste lire le passage et je trouve qu'il résume un petit peu pas mal ce qu'on vient de dire. Donc ça, c'est son livre Le Torticolis de l'autruche qui est sorti au début des années 90. Du côté des employeurs, on va donc vite. Le taylorisme est exécré. Il faut lui redonner un visage humain, le rendre supportable. Ce serait le rôle des politiques d'amélioration du travail, ou plutôt de revalorisation. On pourrait même dire de réhabilitation du travail. Il s'agit de rendre au travail ses lettres de noblesse, de réinsuffler des éléments positifs, valorisants, d'élargir, d'enrichir le travail, d'y introduire de l'autonomie, d'assouplir les relations avec la hiérarchie. Des expériences se mettent en place ici et là. On vise la variété dans le travail par la rotation des postes, par l'élargissement des tâches, par leur enrichissement. On concède de l'autonomie par l'instauration de groupes semi-autonomes de production. En réalité, tout cela ne va pas bien loin. Si ces expériences font le plus grand bruit, si aux assises du patronat de Marseille en 1972 sont présentés les prototypes de l'amélioration des conditions de travail, si l'État s'efforce d'appuyer ces orientations en instituant en 1973 une agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et même un éphémère secrétariat d'État à la revalorisation du travail manuel, si tout un discours se nourrit de ces expériences, il faut bien reconnaître qu'elles sont fort limitées. Ainsi, les groupes semi-autonomes de production sont-ils très peu nombreux et confinés le plus souvent dans des secteurs isolés de l'entreprise, où ils survivent en îlot sans jamais véritablement essaimer. Donc je ne vais pas aller plus loin, mais ça résume un petit peu ce qu'on disait précédemment. C'est sidérant parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit en entreprise, ce qu'on voit toujours en entreprise, c'est-à-dire c'est toujours d'actualité. Notamment, on parle d'agilité, donc on est dans le secteur du développement logiciel, essentiellement. C'est des choses qu'on constate toujours. Ah mais totalement. Moi, c'est ce que j'ai pu constater très très souvent dans mes interventions, c'est-à-dire que l'autonomie, elle est très relative. Elle va souvent être limitée à des sujets pratico-pratiques, mais tout ce qui concerne intrinsèquement l'organisation du travail, très vite les équipes sont pas autonomes, très vite elles doivent demander des autorisations pour pouvoir faire ou expérimenter. Et donc c'est souvent une autonomie de surface, un vernis qu'on met soit pour communiquer dessus, soit pour s'accorder un peu de crédit dans une réflexion, on va dire une nouvelle réflexion pseudo-moderne du management. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement, ça a décrit une situation des années 70 qui est aujourd'hui très moderne, et pas que dans les usines, qu'on voit aussi dans le secteur tertiaire. D'accord. Tu veux dire que finalement, ça fait bien de parler de bonheur au travail, ça fait bien de parler d'entreprise libérée, enfin tous ces termes un peu pompeux et un peu un peu valises qui tournent actuellement, mais finalement la volonté en profondeur n'est pas là. C'est qu'on espère toujours en fait que le collaborateur sera à disposition de son manager, en tout cas de la hiérarchie, et qu'il reste un exécutant et surtout qu'il évite de faire des suggestions, de proposer des choses. C'est ça, en fait, que nous dit ce livre. C'est ça. Alors, deux sujets là-dessus. Tu parles du bonheur au travail. Je te propose de revenir là-dessus un tout petit peu plus tard. Et pourquoi un petit peu plus tard, c'est que avant, juste pour expliquer ce que ce livre explique véritablement, c'est que ce que tu viens de décrire, ça passe non plus par une déshumanisation, comme on a pu voir avec le taylorisme, où les personnes sont au final juste des
des outils ou des rouages passifs d'une organisation, mais par une surhumanisation et par une surpsychologisation. Je m'excuse encore auprès du français. Ça passe, t'inquiète. Des relations de travail avec beaucoup de réflexion sur les affects, avec une mise en avant des qualités humaines des salariés, avec une volonté non plus de voir les salariés comme des robots, mais comme exerçant une tâche, mais comme des hommes et des femmes. Et ça se vérifie déjà par la présence surabondante de coachs en entreprise, coachs de vie, l'envoi massif de salariés en formation sur, par exemple, l'intelligence émotionnelle. Tu parlais de servant leadership, par exemple, typiquement, ça en fait partie. Oui, ça passe aussi par du team building. On a vu l'explosion de ça ces derniers temps. Et sauf que ce qu'explique Daniel Lindart, c'est qu'on n'est toujours pas dans une volonté de reconnaître les compétences des personnes. On n'est toujours pas dans une volonté de les reconnaître comme des professionnels, des gens de métier, des gens d'expérience, qui peuvent apporter leur contribution dans la définition du travail, dans l'organisation du travail. Et c'est toujours l'entreprise qui continue d'imposer des critères, d'imposer des méthodes, des process, des pratiques, et tout ça dans une logique toujours de profit à court terme. Et je trouve, et moi ça c'est une réflexion qui est toute personnelle, qu'elle évoque pas du tout Daniel Lindart, mais que je voulais évoquer avec toi, c'est que je trouve qu'on contribue à ça en tant que coach agile très souvent. Très souvent, moi je suis intervenu auprès de managers ou de dirigeants qui m'expliquaient avoir une volonté toujours de profit à court terme ou d'aller plus vite ou ce qu'on veut derrière. Ils avaient entendu parler de l'agilité, génial, ça permet ça, allons-y. Imposons, je sais pas, Safe, Nexus ou ce que tu veux. Mettons en place Scrum dans toutes les équipes sans avoir demandé leur avis ou comment. Donc Safe, Nexus, je fais un aparté, mais les frameworks agiles à l'échelle. C'est ça. Mettons en place des outils développés par Atlassian pour les équipes, pour faire le suivi de ce qui se passe, etc., pour voir s'il y a véritablement une accélération de la production. Et c'est très très rare que j'ai pu voir des équipes me dire ah oui mais c'est nous qui avons décidé de mettre en place tel outil ou telle méthode ou tel process. C'est très généralement dans le sens inverse et c'est plus souvent donc de l'imposition que de l'invitation. Et donc pour moi le management moderne, c'est pour ça que je suis totalement en phase avec ce qu'explique Daniel Lindart, c'est que cette surhumanisation, elle est là juste au final pour cacher une logique tayloriste qui est toujours présente. D'accord. Parce que dans les deux cas, en fait, on nie le salarié, on nie sa capacité à pouvoir apporter quelque chose, on nie son expérience, on nie sa professionnalité. Voilà. On nie son individualité, tout simplement, en fait. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'on suit un modèle qui est basé sur une croyance, qui est l'image... l'idée qu'on peut se faire d'un collaborateur heureux au travail et qui s'épanouit dans son travail, alors qu'on s'intéresse pas vraiment à savoir ce qu'il pense lui et comment il vit son travail. Je vais être obligé de parler d'une personne qu'on avait évoquée quand on avait préparé cette interview, c'est Julia Tunes. Elle utilise un terme qui est à mon avis assez proche de ce que tu dis et de ce que présente Daniel Lindart, c'est qu'aujourd'hui il y a une injonction au bonheur, parce qu'on parlait du bonheur au travail. Oui. Julia Tunes utilise l'expression d'injonction au bonheur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on impose aux salariés d'être heureux. L'entreprise, c'est devenu le modèle. On se demande pas de savoir ce qui se passe en dehors dans la vie privée en fait des collaborateurs. On dit voilà, vous devez être heureux au travail, et ça, on l'avait évoqué aussi, notamment à travers un symbole en fait qui symbolise lui-même l'idée qu'on se fait du bonheur au travail, c'est le baby-foot. et je suis obligé en fait moi je suis obligé de lier les deux auteurs, même s'ils ont une approche différente et l'une a la tête dans la pensée et l'autre dans le monde scientifique. Je trouve assez lié parce que toutes les deux arrivent à la même conclusion, à savoir que il faut mettre à disposition des collaborateurs, c'est pas du baby-foot, c'est le droit à l'autonomie. Pas que, mais en partie, ouais. Pas que. Mais j'avais retenu en fait cette notion d'objection au bonheur parce que je trouvais ça très intéressant et ça résonne un petit peu, j'ai l'impression, avec ce que tu dis, c'est-à-dire collaborateurs, vous devez être heureux au travail.
Et c'est pas avec ce masque-là, en fait, qu'on essaye de mettre de côté un taylorisme qui serait toujours présent, d'après Daniel Linhart. Ouais, tout à fait. Mais je te remercie d'amener cette notion de bonheur au travail, parce que c'est pour moi un sujet très, qui m'arrive très le poil assez facilement. Ça fait quelques années en fait que c'est devenu la grosse tendance. Hein. Ouais. Déjà parce que pour moi cette notion de bonheur au travail, pour moi fondamentalement c'est un non-sens. Déjà parce que le bonheur c'est une notion qui est profondément intime et personnelle. Et puis c'est pas un état constant. Oui, ouais. Et puis je vois pas comment une entreprise en plus pourrait prétendre à le garantir collectivement. Le bonheur d'une personne, en plus, il va bien au-delà de la sphère de son entreprise. Vouloir apporter le bonheur par le biais de l'entreprise, c'est donc soit reconnaître le fait que l'on va toucher à la vie privée des salariés, ce qui est quand même assez dangereux, soit reconnaître que l'on réduit le bonheur à la seule notion de travail, ce qui est quand même assez creux. Et puis, on peut voir notamment maintenant sur LinkedIn, on voit très souvent Chief Happiness Officer, donc qui est un terme qu'on voit très souvent sur LinkedIn. Ah oui, c'est super ça. Donc, c'est-à-dire dans une entreprise, une personne qui est responsable du bonheur de l'entreprise. Et en fait, une fois de plus, c'est confisquer aux salariés leur capacité à atteindre par eux-mêmes le bonheur. Donc, ça rejoint totalement ce que tu dis, quoi. Mm-hmm. Et puis, c'est assez paradoxal parce que, c'est-à-dire que le bonheur devient la responsabilité d'une autre personne que soi. Alors même, et là, j'imagine qu'elle en a sûrement parlé dans son livre, si elle est philosophe, parce que les penseurs grecs, ce qu'ils expliquent, c'est que une partie des penseurs grecs, que le bonheur, il revient en partie à s'affranchir de ce qui dépend pas de nous. Ouais. Donc, je trouve c'est un non-sens pour ça, c'est-à-dire que c'est une incompréhension totale de ce que signifie le bonheur. Et en plus, ça revient, et là, je vais totalement dans ton sens, c'est que on est dans une logique individuelle de réponse à un problème collectif. Et le souci est plus de trouver une réponse collective à l'organisation du travail que de partir dans des réflexions un peu stériles sur la notion de bonheur au travail. C'est clair. Alors, si on revient à Daniel Linhart, parce qu'on a un peu digressé là, je suppose que dans son livre, elle fait un constat. Est-ce qu'elle propose des solutions derrière ? Est-ce qu'elle propose une vision de ce que, d'après elle, devrait être le monde du travail ? Alors ça, tu touches du doigt un reproche que l'on fait souvent aux sociologues, c'est de partager des constats, mais pas d'amener de solutions derrière. Oui. Et donc c'est pas l'objet de ce livre-là. Mm-hmm. L'objet de ce livre-là, il est plus de partager ce constat qu'on vient d'évoquer, donc le fait de cacher sous la surhumanisation du travail une logique taylorienne. Et si tu cherches plus des réponses à comment sortir de ça, le dernier livre de François Dupuis, qui de mémoire, c'est le titre, et on ne change pas une entreprise par décret, en référence à un livre de Crevier, mm-hmm. Et qui est le 3e livre d'un triptyque qu'il a consacré à l'engagement d'entreprise, et plutôt le désengagement qu'on peut voir d'entreprise, donc au mal-être, aux souffrances au travail. Et dans ce 3e livre, lui, il apporte beaucoup plus de solutions, de possibilités. Et il y a un des points qu'il amène que je trouve vraiment très intéressant, c'est le fait qu'il n'y a pas d'action sans connaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très souvent, quand on prend une décision d'entreprise, quand on est manager ou quand on est dirigeant ou qu'on fait partie d'un conseil, d'un comité de gouvernance, dans beaucoup de cas, la décision qui est prise se fait sans véritablement connaître le terrain, mm-hmm. sans véritablement connaître les problèmes que connaissent aujourd'hui les salariés, les ouvriers, etc. Et donc, lui, qu'il explique dans son livre, et il donne différents exemples de comment mener des entretiens, comment mettre en place des groupes pour comprendre la réalité du terrain. Et donc, ce qu'il explique, c'est comment justement réussir à avoir une connaissance du terrain pour après avoir suffisamment d'informations pour prendre des décisions et in fine mettre en place des actions pour changer ou améliorer la situation. D'accord. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure tu parlais de Jean-François Aubry. Donc Jean-François Aubry, c'est l'entreprise Favi.
dont il a été nommé directeur, alors je sais plus en quelle année, mais il a complètement révolutionné l'organisation interne de cette entreprise. Bon, ça lui a pris 10 ans, hein, quand même, quand il le raconte. Mais l'une des premières choses qu'il a fait, et qui était, à mon avis, à la base de sa philosophie, c'est de se dire, bon, il se passe tout un tas de choses dans une entreprise, et je suis pas forcément la meilleure personne pour prendre les bonnes décisions. Les meilleures personnes, c'est ceux qui sont proches des choses qui se font, des machines-outils, parce qu'il fabriquait, je crois que c'était une usine de fonderie qui fabriquait notamment des équipements pour les boîtes de vitesse. Ouais. Et donc il a complètement délégué la prise de décision aux gens qui étaient le plus à même logiquement de prendre ces décisions. Est-ce que c'est un peu là où nous emmène François Dupuis? Tout à fait, ouais. Et après, Jean-François Debrys était très, très influencé par les usines japonaises et par Lean. Et le Lean, une chose que je trouve intéressante dans Lean et qu'on peut retrouver aussi dans auprès de Toyota, c'est cette notion d'amener la pensée scientifique au travail, c'est-à-dire que on observe, on remarque des choses, on émet des hypothèses, on va vérifier ensuite ces hypothèses-là en les expérimentant, et en expérimentant, on va apprendre, et en apprenant, on va pouvoir améliorer la situation. Et en apprenant, en découvrant l'écart qu'il y a entre l'hypothèse et la réalité, on va pouvoir mieux comprendre aussi nos comportements, nos interactions, notre façon de faire en fait. Et c'est une logique qui est donc très chère au Lean, mais que partage aussi François Dupuis dans son livre. C'est déjà écoutons ceux qui font, écoutons-les, et donnons-leur suffisamment d'importance pour aller les voir, aller leur poser des questions et apprendre leur quotidien. Et ensuite, donnons-leur suffisamment de pouvoir décisionnel, de pouvoir d'action pour expérimenter les idées qu'ils peuvent émettre, les hypothèses qu'ils peuvent avoir, en se basant sur leur connaissance et leur remarque dans leur observation plutôt. Et donner de la place à l'expérimentation en fait. C'est ça. Parce que sinon, et c'est ce que dit François Dupuis, c'est que si on lance une action sans connaissance, si on prend une décision sans être allé voir ce qui se passe, sans connaître le quotidien, au final, on fait juste un pari. Et le pari, dans le travail, il peut avoir des conséquences assez fortes sur la souffrance des personnes. Si ce pari s'avère être un mauvais pari, on peut toucher profondément le bien-être des gens. Donc, il faut avoir conscience de l'impact des décisions qui sont prises, j'ai envie de dire, hors sol, loin de la réalité du travail, enfin, loin de la réalité du quotidien du travail. D'accord. Alors, moi, ça éveille tout de suite une question, parce que le fait de laisser aux collaborateurs l'opportunité d'apprendre, ça nécessite de temps, et ça fait des années qu'on dit aux entreprises qu'il faut accélérer. D'après ce que tu vis, toi, sur le terrain, est-ce que tu sens, parce que je suppose que tu milites dans tes missions pour justement cet aspect Lean, cet aspect auto-apprentissage, est-ce que tu sens que les entreprises sont prêtes à laisser du temps aux salariés en disant que peut-être c'est un investissement et que finalement, sur du long terme, ça va leur permettre d'accélérer plutôt que de partir sur des schémas très tayloriens finalement, où on pousse les gens à faire, je sais pas, du Scrum, du Kanban, ce genre de choses pour aller très très vite. Est-ce que tu sens, au final, qu'on a envie de laisser le temps aux collaborateurs d'évoluer? Alors là, je vais partir sur des observations personnelles, donc c'est pas du tout mesuré, c'est pas du tout avéré scientifiquement. Moi, ce que j'observe, c'est que dans l'immense majorité des cas, on donne pas le temps aux personnes d'expérimenter. On est toujours dans une logique de course, d'urgence. On court toujours après des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux éléments pour se différencier, pour amener plus d'argent, évidemment. Parce qu'on est dans une logique du très court-termiste qui s'explique par, on va dire, un environnement qui est celui du capitalisme financier qui invite à avoir des retours d'investissement très rapides et avoir des bénéfices très rapides. Donc malheureusement, ce temps, il est assez peu accordé aux personnes. Et pourquoi je dis malheureusement, c'est que c'est primordial d'accorder du temps aux personnes et du temps de travail non productif.
Alors, quand je dis ça, souvent, dirigeants, les personnes, les dirigeants sautent un peu au plafond. Mais qu'est-ce que j'entends par temps de travail non productif? C'est-à-dire que c'est du temps de travail qui est pas dans la fonction, dans le rôle qu'on m'a attribué. C'est du temps de réflexion, du temps d'échange, de discussion, d'observation, d'expérimentation. Et c'est que avec ce temps-là qu'on peut arriver à innover. C'est que en accordant du temps de travail non productif qu'on peut trouver des idées, qu'on peut expérimenter, donc innover et donc créer le futur d'une entreprise. Et en étant toujours dans la course, en pressant toujours les personnes à produire, on les empêche d'avoir du recul, on leur empêche d'avoir une réflexion qui va permettre d'améliorer à la fois les process, évidemment, les organisations, mais aussi le produit qu'elles réalisent, et d'améliorer donc la satisfaction in fine du client, d'améliorer et donc de rendre en plus l'entreprise plus solide face aux concurrents. Et dans des marchés qui évoluent en permanence, dans l'hyper complexité de notre quotidien, où tout change très rapidement, il est pour moi indispensable d'accorder ce temps de travail non productif aux personnes. D'accord. Alors, si je comprends bien, depuis tout à l'heure, on souligne le fait qu'il y a il y a une injonction majeure en entreprise aujourd'hui, c'est soyez heureux au travail, mais faites-le vite. Est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut résumer les choses? C'est ça, je pense. J'ai toujours pour espoir qu'il y ait une vraie prise de conscience auprès des ressources humaines, auprès des dirigeants, du désengagement profond qui est en train d'avoir aujourd'hui au travail, qu'on constate aujourd'hui au travail, un désengagement qui est sans précédent. Et j'espère que cette prise de conscience, elle va aller avec le fait que toutes les actions, enfin pas toutes les actions, mais que beaucoup d'actions qui sont lancées aujourd'hui sont des actions de communication, comme beaucoup d'entreprises vont une logique de marque blanche, c'est-à-dire d'attirer les talents en faisant miroiter des choses absolument fausses sur l'entreprise. Et j'espère que cette prise de conscience à la fois de la réalité, donc des engagements des salariés, et d'une autre réalité qui est celle des mauvaises réponses qui sont apportées à ces engagements-là, va permettre à terme d'amener du mieux au sein de l'organisation, au sein du bien-être des personnes. Mais je suis un peu sceptique, déjà par nature, mais aussi parce que cette situation, elle s'explique par la situation dans laquelle on est aujourd'hui, par les croyances très fortes dans lesquelles on est aujourd'hui, avec une nécessité pour beaucoup d'entreprises pour répondre à des actionnaires, à fournir des bénéfices, à fournir de l'argent, à être rentable très très rapidement. Sauf que la logique court-termiste, elle est peu compatible avec ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai assez peu d'espoir pour que ça se produise rapidement dans les conditions actuelles. Moi, j'ai le sentiment qu'on confond un peu vitesse et précipitation. C'est ça, exactement. Exactement, mais en fait, réussir à avoir si on prend l'exemple d'une entreprise qui réalise un produit, d'avoir un produit qui répond aux attentes des personnes, des clients, d'avoir un produit qui est aussi respectueux de son environnement, d'avoir un produit qui est réalisé avec des personnes qui sont contentes de réaliser ce produit-là, qui en sont fiers. Tout ça, ça prend beaucoup de temps, parce qu'il va y avoir du temps de réflexion, on va beaucoup se tromper, il va falloir accepter le fait qu'on se trompe, qu'on réessaye, qu'on fasse différemment. Il va falloir accepter de faire petit pas par petit pas, de prendre son temps justement. Et ça, c'est une logique qui est très très difficile à amener quand il y a une volonté derrière, toujours de faire plus, gagner plus, avoir plus d'argent très très vite. Et sauf qu'en mon sens, la logique, elle doit pas être de produire plus, mais de produire mieux. Et c'est en produisant mieux, en ayant aussi une réflexion sur les conséquences de sa production sur l'environnement, que on peut amener quelque chose de vraiment différenciant et de vraiment mieux pour tout le monde, pour les salariés, mais aussi pour les clients. D'accord. Écoute, je pense que ce sera la conclusion de cet entretien, si tu es d'accord.
Oui. Juste une dernière petite question. Est-ce que tu en as cité plein en fait dans cet entretien. Est-ce qu'il y a un autre livre qui te tient à cœur et dont tu conseilles la lecture? J'évoquais en introduction Christophe Dejoux, qui a écrit un livre Souffrance en France qui reprend un petit peu tout ce qu'on vient d'évoquer. Je trouve que c'est un livre important à lire, qui n'était pas forcément simple à lire. L'écriture de Christophe Dejoux est particulière, mais ce livre, je trouve, amène une réflexion de fond, parce que de mémoire, il est psychanalyste, et donc une réflexion de fond sur l'impact de tout ce qu'on vient d'évoquer, hein, donc cette logique de domination taylorienne, de course en avant, et de ce que ça amène comme conséquence personnelle individuelle sur les salariés, sur les ouvriers. Et je pense donc qu'en soi, c'est un livre qui est important à lire. D'accord. Et évidemment, si après, étant très, très influencé par la sociologie du travail, je conseille vivement de lire Michel Crozier et Friedberg, qui sont les pères fondateurs de la sociologie du travail en France. Alors, on va quand même finir sur une note positive. J'ai un peu le sentiment qu'il y a un virage, en fait, qui s'effectue actuellement, sur justement cette approche du collectif au travail. J'ai la conviction, j'ai le sentiment qu'on recherche quelque chose de plus profond maintenant, en comparaison de ce qui se fait en agilité depuis 10-15 ans maintenant. J'ai un peu l'impression que le constat que tu fais à travers ce livre, il se généralise un petit peu. Alors effectivement, pas toujours évident, on pousse les entreprises à aller toujours plus vite, on cherche toujours des solutions plus rapides, plus productives, mais à côté de ça, pour avoir discuté avec différentes personnes, des managers, des patrons, j'ai le sentiment que cet aspect sociologique commence à regagner un peu du terrain. Est-ce que c'est ton sentiment aussi? Oui, et c'est un sentiment qu'évoque François Dupuis à la fin de son livre, mais aussi qu'évoque un autre chercheur qui s'appelle Armand Hatchwell. J'espère l'avoir bien prononcé, qui réfléchissent à la notion de raison d'être des entreprises, donc une notion qui est assez récente et qu'on a vu apparaître récemment, pour aller au-delà de la logique uniquement financière. Et d'ailleurs, Zobrist, qui l'explique lui dans ses nombreuses conférences, c'est que l'argent, il ne voit plus ça comme une respiration, comme une finalité en soi. Et c'est ce qu'essaye d'amener cette réflexion qu'on a pu avoir récente sur la raison d'être auprès des entreprises. Pour l'instant, malheureusement, ce que je peux voir, c'est que cette notion de raison d'être, elle est quand même accaparée par les agences de communication, mais il y a quand même quelques entreprises qui commencent à les prendre en compte pour réfléchir à comment recréer de l'engagement, comment recréer du sens dans ce qu'on fait. Le pourquoi on fait ce qu'on fait. Exactement. Pour pouvoir réussir à fédérer autour de ce pourquoi. Parfait. Écoute, merci beaucoup, Denis. Je t'en prie, merci à toi. Et à très bientôt, j'espère. Ouais. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'ici, c'est peut-être que le contenu vous a plu. Dans ce cas, la meilleure façon de soutenir ce podcast, c'est de laisser un petit commentaire sur l'épisode et éventuellement une note sur Apple Podcast. La note de 5 étoiles étant ma préférée. Comme vous le savez, nous sommes à l'ère des algorithmes et cette notation nous aide beaucoup à gagner en visibilité. Si d'aventure vous souhaitez participer à ce podcast, évoquer l'une de vos lectures, vous pouvez m'écrire à l'adresse podcast@agilelectureclub.fr. Je répondrai à tous les mails. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.